Alors, mesdames, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'audition à la protection des mineurs. Après avoir entendu l'ANDAS et l'AUDAS la semaine dernière, nous accueillons aujourd'hui le syndicat de la magistrature, représenté par Madame Kim Reflet, sa présidente. Je vous remercie, Madame, d'être parmi nous aujourd'hui. Depuis 10 ans, le nombre d'enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance a fortement progressé. En 2022, selon l'ONPE, 346 562 mineurs de moins de 18 ans faisaient l'objet d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. Cela représente 2,2% des enfants. Plusieurs points sont à retenir de l'étude de l'ONPE. On constate que la part des mesures judiciaires est toujours aussi importante, puisque cela concerne 80% des cas, et que le nombre d'accueils en dehors de la famille a fortement augmenté pour se porter à 176 853 mesures. C'est 30% de plus qu'en 2011. Or, dans les faits, faute de place, de nombreuses décisions judiciaires ne peuvent être exécutées par les départements. Comme le signe votre rapport du 6 mai dernier, la justice protège-t-elle les enfants en danger ? 77% des juges des enfants ont déjà renoncé à prendre des décisions de placement d'enfants en danger dans leur famille en raison d'une absence de place ou de structure adaptée dans leur accueil. Nous aurons donc tout intérêt à vous écouter après sur tous ces sujets. Concernant les mesures de milieu ouvert, les mesures ont connu également une augmentation de 13% en 10 ans pour accompagner à ce jour 169 709 mineurs sur les chiffres de 2022. Or, selon la CNAP, il peut s'écouler entre 6 à 9 mois avant qu'un travailleur social vienne constater la situation d'un enfant bénéficiant d'une mesure de protection en milieu ouvert. Lors de notre dernière audition, les éducateurs ont également souligné que, faute d'effectifs, le suivi d'un jeune ne peut se faire souvent qu'une fois toutes les 3 semaines. La défenseure des droits, alertée par une situation particulièrement alarmante dans 14 départements, s'est d'ailleurs autosaisie de la question et rendra ses conclusions à l'automne. De votre côté, vous avez sollicité vos collègues juges des enfants via un questionnaire pour dresser un état des lieux de la justice civile des mineurs. Je vous propose, Madame la Présidente, de nous présenter les travaux que vous avez menés au sein de votre syndicat. Et donc, je vous laisse la parole pour un propos liminaire et après, nous reviendrons sur les éventuelles questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et merci donc à la délégation aux droits des enfants de nous faire l'honneur de nous offrir ce temps d'échange sur un sujet qui nous tient à cœur au syndicat de la magistrature, qui est celui de la justice civile des mineurs. Pour introduire mon propos, peut-être un tout petit détour par l'actualité en forme d'alerte sur l'urgence qu'il y a, selon nous, à recentrer le débat sur les mineurs, sur cette question de la protection de l'enfance. On a vu, là, on sort d'une séquence, c'est un hasard de calendrier parce que nous, on a mené ce travail depuis plusieurs mois. Il se trouve qu'il est publié maintenant, mais au cœur d'une séquence où on parle beaucoup délinquance des mineurs, voilà, où il y a une succession de faits d'une exceptionnelle gravité qui ont conduit le gouvernement à proposer très rapidement des réponses plutôt de type pénal en ce qui concerne la justice. Et donc, nous, notre crainte quand on voit ça, professionnels, magistrats, et notamment magistrats, juges des enfants, oui, j'ai oublié de me présenter, pardonnez-moi. Donc, je suis la présidente du syndicat de la magistrature, je suis magistrate de l'ordre judiciaire, et il se trouve que j'ai aussi été juge des enfants pendant 10 ans, et que donc, je connais bien cette fonction. Pardon. Et donc, oui, nous, notre inquiétude, c'est de voir disparaître sur ce sujet essentiel pour nous qui est les violences commises sur les mineurs, derrière ce qu'on appelle maintenant l'ultra-violence des adolescents. Et donc, là où nous, on voit un fait social majeur qui est la violence commise sur les mineurs, la violence dont les mineurs sont victimes au sein de leur famille et qui n'est pas suffisamment pris en considération, disparaître derrière des questions qui sont importantes, certes, mais qui sont la violence des adolescents, mais pour lesquelles on estime que la justice est déjà dotée de très nombreux outils et qu'il n'est pas forcément nécessaire de légiférer. Or, on pense, on a entendu que de nouveau, le Parlement allait être mobilisé sur cette question de la délinquance des mineurs. Donc, l'objectif de cet état des lieux, c'était vraiment de mettre ce focus. Donc, je vais utiliser sur la justice civile des mineurs et surtout de faire un lien entre
la question de l'enfance délinquante et de l'enfance en danger, lien qui a été fait, alors évidemment on n'est pas du tout les premiers à le faire, lien qui a été fait à de multiples reprises, notamment par des rapports parlementaires, dont beaucoup sont très riches et très intéressants à cet égard, et notamment par exemple une mission d'information du Sénat dès 2018 qui avait titré un de ses chapitres « Enfance en danger et enfance dangereuse, un même public ». Voilà, ça c'est un rapport de 2018, il y en a eu un autre en 2022, et à chaque fois ce constat est fait, mais nous, en tout cas, on estime que les conséquences ne sont pas forcément tirées sur la question de la justice civile des mineurs. Donc je vais prendre le temps de mon propos liminaire en un quart d'heure à peu près pour vous expliquer quelle a été notre démarche et vous restituer les principaux éléments, au fond, les principaux enseignements que l'on peut tirer de ce travail d'état des lieux. Alors, pourquoi ce travail d'état des lieux ? Donc, il y a un débat qui s'ouvre de nouveau sur, là, cette fois-ci, la question de la protection de l'enfance, puisqu'il y a une mission d'enquête, une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et nous estimons qu'il faut absolument, dans le cadre des discussions qui vont s'ouvrir, il faut impérativement regarder ce qui se passe du côté de la justice civile des mineurs, qui est un acteur institutionnel majeur. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, en introduction, lorsqu'on parle justice, lorsqu'on parle délinquance des mineurs, on n'oublie jamais de parler de la justice pénale des mineurs, mais lorsque l'on parle protection de l'enfance, on oublie souvent la question de la justice civile des mineurs, et c'est vrai que dans les projets, il n'y a pas forcément énormément de choses qui concernent précisément l'organisation de cette justice, et elle est mal connue. Alors que le juge des enfants est un acteur central du dispositif, puisqu'il leur donne, vous l'avez rappelé, 82% des mesures de protection de l'enfance. Donc c'est vraiment une omission très préjudiciable à chaque fois de ne pas regarder ce que fait le juge des enfants, la façon dont il travaille et dont on pourrait améliorer aussi le travail de la justice civile. C'est une compétence des départements, mais il y a du régalien. Donc ça fait vraiment partie des choses que l'on veut souligner. Et ce qu'on a cherché à souligner dans cet état des lieux, c'est le fait qu'au sein de notre institution, c'est assez emblématique de la façon dont on regarde les violences traitées les violences commises sur les enfants dans notre société. Au sein de notre institution, les juges qui s'occupent de ces questions-là, les juges des enfants, sont des juges à part. Pas des vrais juges, disent certains, pas tout à fait des juges. Et donc c'est un juge qui est maltraité dans sa propre institution. C'est notamment un juge qui travaille sans greffier. C'est un juge qui rend des décisions sans audience. Et c'est comme ça dans tous les tribunaux, c'est complètement structurel. Rien n'est fait pour vraiment changer la situation et rien ne sera fait si... s'il n'y a pas des mesures contraignantes qui sont prises. Pour faire un parallèle, si un juge d'instruction se met à prononcer des mises en examen sans entendre les personnes ou prend des interrogatoires sans greffier, il va être immédiatement sanctionné en procédure. Enfin, on ne va pas se dire, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. C'est ce qui se passe pour les juges des enfants tous les jours dans les tribunaux. Il n'a pas de greffier, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut absolument regarder ce qui se passe du côté de cette justice pour essayer d'améliorer globalement un système de protection de l'enfance qui se porte très mal. D'autre part, deuxième objectif de cet état des lieux, la protection de l'enfance va très mal, on le sait, ça reste assez abstrait selon nous. Donc on entend des voix qui s'élèvent et on sait que vous en avez entendu certaines d'entre elles. Il y a maintenant notamment des militants des droits de l'enfant qui sont entendus et qui ont été entendus par l'Assemblée. Il y a des professionnels qui se mobilisent dans les départements, mais où il y a des drames qui jettent la lumière ponctuellement sur la situation de la protection de l'enfance dans tel ou tel département. Mais nous, ce qu'il nous semble, c'est qu'il n'y a pas de lien qui est fait entre toutes ces histoires individuelles et on ne voit pas derrière tous ces drames la grande histoire. Et à cet égard, ça nous rappelle une question qui est maintenant bien connue du Parlement, qui est la question des féminicides, qui se déroulait dans une espèce d'indifférence sociétale et politique assez globale, jusqu'à ce qu'on commence à les considérer comme un fait social majeur et qu'on commence à les décompter. Et donc, s'agissant des violences sur les enfants,
Et paradoxalement, malgré les données qui commencent à s'accumuler, il y a notamment tout le travail qui a été fait par la Civis, mais il y avait déjà des travaux auparavant, nous, on trouve qu'on ne politise pas la question. Politiser au sens de, voilà, c'est un fait social et il faut une réponse à l'évidence politique. Et donc, comme magistrat, on s'est dit que nous étions à la bonne place pour faire apparaître le caractère systémique, pas seulement de la maltraitance sur les enfants au sein de leur famille, puisque ça, il y a beaucoup de données qu'on a agrégées, il y a toujours un effet un peu saisissant, mais c'était des données qui existaient déjà, dont certaines qui proviennent de l'ONPE que vous avez évoqué. Mais on voulait faire apparaître, nous, le caractère systémique de la maltraitance institutionnelle des enfants en danger et prendre conscience de ce que l'on voit au quotidien quand on est juge des enfants dans les tribunaux, c'est-à-dire des enfants en danger qui ne sont pas protégés. Et notre étude, selon nous, montre que cela fait système, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on est en équilibre finalement et que les choses ne changent pas vraiment. Et donc il faut absolument essayer de modifier vraiment, au-delà du traitement ponctuel de telle ou telle situation, de prendre conscience du caractère systémique de la maltraitance institutionnelle. Alors, ce qui ressort principalement de notre étude, c'est tout d'abord, donc ça, c'est pas très nouveau, mais évidemment, c'est toujours intéressant quand même de le voir, vu de notre fenêtre de magistrat, une protection de l'enfance qui est dans un état absolument cataclysmique. Et donc là, je vous renvoie à la cartographie des placements non exécutés, donc qui se trouve à la page 8 de notre document. Il faut savoir qu'il y a une difficulté majeure, et donc là, vraiment, on tient à vous alerter comme parlementaire, il y a une difficulté majeure d'accès aux données de la question des placements inexécutés et de façon plus générale de la question de la façon dont les départements traitent la protection de l'enfance. Il y a un problème d'accès aux données, il n'y a pas de transparence et les observatoires départementaux, pour un certain nombre d'entre eux, sont des coquilles vides, vraiment, enfin des instances sans réelle utilité. On se réunit une fois par an pour, sur une thématique qui généralement est très intéressante. Mais pour ce qui est de produire des données d'activités qui concernent la politique publique de protection de l'enfance dans le département, c'est beaucoup plus limité. Donc il y a des observatoires qui le font, hein, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et donc on a une véritable difficulté d'accès à ces données. Et donc nous, on s'est dit comment faire pour essayer de produire quelque chose. Et donc, on a sondé nos collègues dans tous les tribunaux, donc les 522, alors il y a un peu moins de 522 juges en général, en réalité c'est 522 sur le papier, mais en tout cas on a envoyé ça à tous les juges des enfants, et nous avons réussi à collecter des données dans 2/3 des départements. Donc il y a 35% des juges qui nous ont répondu. Après, on a fait un peu marcher le téléphone avec des juges qu'on connaissait pour essayer de fiabiliser au maximum les données qu'on a récupérées. Et donc dans 2/3 des départements, ce qui donne un total de 3335 placements inexécutés. Avec des départements qui peuvent être, qui se distinguent par le nombre de placements inexécutés. Il faut savoir que quand les données sont très précises, type 248, 397, 192, ça c'est plutôt quand les départements nous ont fourni eux-mêmes les données. Donc voilà, c'est plutôt des départements qui ont fait preuve de transparence dans ce recueil de données. Sinon, les chiffres ronds, ce sont plutôt nos collègues qui ont fait des évaluations. Et donc, sans doute, ces chiffres mériteraient d'être affinés, mais très certainement, ils sont en réalité sous-évalués parce que les magistrats sont extrêmement prudents dans la façon dont ils s'expriment quand on leur demande ces données. Donc 3300 pour nous, c'est vraiment un chiffre assez minimaliste, déjà parce qu'il manque un tiers des départements, et d'autre part parce qu'il y a un certain nombre de données qui, selon nous, ne sont pas exactes. Ce que l'on répond aux départements qui contestent les données qu'on a produites par la voie de ce sondage en toute transparence, on a expliqué notre méthodologie, c'est donnez-nous les chiffres. Nous, on est tout à fait d'accord, on est prêt à corriger notre carte. Si on a le vrai chiffre, aucune difficulté avec ça. Et donc, on voit quand même avec cette carte le caractère systémique, c'est-à-dire que des placements inexécutés, il y en a absolument partout. Encore une fois, des départements qui sont manifestement très en deçà des attentes que la politique publique de protection de l'enfance nécessiterait sur leur territoire.
Ce dont il faut prendre conscience, évidemment, c'est que, et c'est ça, nous trouvons qui est plus difficile à faire passer, c'est que ce sont des enfants très concrets, toutes ces situations, tous ces chiffres, derrière tous ces chiffres, qu'on sait exactement qui sont ces enfants, on a leur identité, on sait où ils sont, dans quelle famille ils vivent et dans quelle situation ils se trouvent, puisque ça correspond très précisément à des jugements de placement motivés par les juges des enfants qui ont vu les familles, qui ont analysé la situation et qui ont décidé que les enfants devaient être confiés à des tiers. Donc ce n'est pas des situations à risque, non, c'est vraiment des situations très graves. Et donc on est en train, comme on va être entendu par la commission d'enquête parlementaire, on est en train de collecter, en fait, voilà, de faire une sorte de collecte de situations concrètes pour avoir des exemples très précis de ce que ça recouvre. Je vous en livre juste quelques-unes, parce qu'on a commencé ce travail-là, et vraiment c'est effarant, en fait, quand on commence à regarder de quoi il s'agit. En Loire-Atlantique, donc ça c'est des collègues juges des enfants qui nous ont donné ces situations. 3 adolescentes qui ont été placées par le juge des enfants parce que les 2 grandes sont en risque prostitutionnel et la 3e victime d'agression sexuelle par son père, donc dans la famille. Elles sont placées par le juge des enfants en juillet 2023. Eh bien, ces 3 adolescentes sont toujours à l'heure qu'il est chez elles. L'aînée est désormais majeure et enceinte. Voilà, ça c'est une situation très concrètement. On sait exactement où ces jeunes filles se trouvent, où elles vivent, dans quelle situation elles sont, et elles sont placées, elles sont à domicile. Ille-et-Vilaine, une adolescente battue, coup de ceinture, câble, balai, voilà, tout ça est documenté, constaté médicalement. Elle arrive à l'école, alors c'est une jeune adolescente, elle a 13 ans, donc c'est même une préadolescente. Elle arrive à l'école, elle est complètement tondue, avec les sourcils tondus, les cheveux tondus, parce qu'elle a manqué de respect à sa mère. Donc l'école fait ce qu'il faut, effectivement, il y a un signalement, elle est placée en urgence, et lorsque le juge des enfants tient son audience, donc à peu près 3 semaines après, donc pour rappel, quand il y a un placement en urgence par le procureur, le juge des enfants tient son audience quelques semaines après pour faire le point et voir si le placement doit être maintenu. Et donc lorsque le juge des enfants, donc, qui a prolongé le placement sans voir la famille, avant de voir la famille parce qu'il y avait une situation d'urgence, pour 6 mois, fait son audience, eh bien l'adolescente est revenue à la maison. Et donc, quand le juge des enfants demande à l'ASE des explications, l'ASE répond qu'il n'y avait pas de place. Donc, ils ont remis la jeune fille tondue et battue à sa mère. Pyrénées-Orientales, un dernier exemple, une fratrie qui a été placée par le juge des enfants en mars 2023. Un petit garçon de 5 ans qui est déscolarisé, donc en infraction en violation de l'obligation scolaire, et en état de dénutrition, et sa sœur aînée de 12 ans, victime de violences. Le juge des enfants place les enfants et le jugement n'est pas exécuté, et donc il a fallu que le juge insiste pendant 6 mois pour que les enfants soient enfin accueillis en décembre 2023. Donc c'est des enfants donc un enfant de 5 ans en état de dénutrition, je répète, est resté pendant 6 mois dans sa famille en parfaite connaissance de cause. Donc bien sûr, je vous cite tous ces exemples et comment dire, l'idée, c'est pas de jeter l'opprobre sur les départements, même si effectivement il y a un énorme problème, parce que quand il y a 400 places à trouver, on se doute bien qu'ils vont pas pouvoir le faire du jour au lendemain. Mais c'est pour quand même souligner que ce sont des situations extrêmement graves derrière tous ces chiffres, et que donc il faut de manière très urgente prendre conscience de ça. Je lisais là en venant dans le métro qu'il y a un petit garçon qui a été retrouvé battu, mort, de 4 ans à son domicile. Il y en a 60 par an, et on sait que ce chiffre est sous-estimé, on l'a rappelé dans notre état des lieux, des enfants qui meurent sous les coups de leur famille. Et le chiffre est sous-estimé, et on sait que parmi ces enfants, il y en a une partie importante qui sont repérés par l'aide sociale à l'enfance, et certains même qui sont placés. Donc vraiment, il y a une question d'urgence vitale pour certains de ces enfants. Donc voilà, c'est vraiment, on insiste sur cette cartographie. On a également fait un travail de recensement de la durée d'exécution des mesures à domicile. Donc là, on se situe dans d'autres cas où le danger est estimé moins grave, mais la situation n'est guère plus reluisante, puisque les délais d'exécution de ces mesures sont aussi très importants, parfois plus d'1 an. Il y a un certain nombre de tribunaux pour enfants qui ont déclaré des délais de plus d'1 an avant que les mesures soient exécutées, et souvent 6, 7, 8 mois. Et donc on imagine bien que pendant cette durée-là, la situation a le temps de se détériorer, et notamment nos collègues nous citent un certain nombre d'exemples où il y a un basculement dans la délinquance, en fait, des enfants qui commencent
à être voilà, déscolarisés, mal pris en charge, un cadre éducatif qui n'est pas suffisant, un besoin d'aide et une aide qui n'arrive pas. Et bon, ça se termine pour un certain nombre d'entre eux par des mauvaises fréquentations. Ils traînent dans le quartier et ils finissent par faire des mauvaises rencontres et à être embauchés, par exemple, pour faire les guetteurs dans les trafics de drogue. Donc ça, c'est sur les durées, les mesures à domicile. Et j'insiste aussi auprès de votre délégation, il y a des points aveugles que nous, on n'a pas pu étudier, mais qui seraient intéressants, je pense, d'étudier par les observatoires. Ce sont les informations préoccupantes qui ne sont pas traitées, ou le délai entre le moment où l'information préoccupante, l'appel au 119 par exemple, pour signaler un enfant en danger, a lieu, et le moment où la requête arrive chez le juge des enfants. Il s'écoule très souvent 1 an. Donc c'est très long, et ça, effectivement, il y a sans doute des choses quand même à améliorer dans ce délai-là, mais nous, on n'a pas la possibilité d'évaluer, je dirais, un peu l'ampleur du phénomène et des difficultés. Il faut savoir que les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance, qui sont ceux qui pourraient peut-être témoigner de cette situation, ont pour un certain nombre d'entre eux des mesures de rétorsion de leur département lorsqu'ils essaient d'alerter. Et donc on a quelques exemples de travailleurs sociaux donc, qui passent par nous pour essayer de dire attention, dans mon département ça ne va pas du tout. Mais il y a aussi une difficulté d'expression par rapport à une information qui est très très problématique. Donc il y a des conséquences extrêmes de cet état de la protection de l'enfance dans les pratiques judiciaires. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, c'est vrai que ce chiffre-là, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi élevé. 77% des juges des enfants qui renoncent à prononcer ou qui ont déjà renoncé à prononcer une mesure de placement quand les critères sont réunis parce qu'ils savent que leur mesure ne va pas être exécutée et qu'ils se disent « je préfère qu'il y ait un éducateur qui arrive à domicile » dans 4 mois plutôt que de revoir la famille dans 1 an, parce que quand on ordonne un placement et qu'il n'est pas exécuté, en fait, il n'y a pas d'éducateur, on revoit la famille 1 an plus tard et la situation s'est dégradée. Donc voilà, je préfère au moins il y a un éducateur qui vient 1 fois par mois à domicile. Si jamais quelque chose de très grave se passe, j'alerterai et peut-être qu'en urgence on pourra me trouver une place pour cet enfant. Mais c'est vrai que c'est quand même vraiment très inquiétant de savoir qu'il y a autant de juges qui renoncent à prononcer les mesures que la loi impose. Donc ça, c'est sur l'état de la protection de l'enfance. Deuxième enseignement de notre état des lieux, une justice des mineurs dans un état, alors un peu moins cataclysmique, mais néanmoins qui ne va pas très bien et qui est quand même dans un état de sous-dotation assez invraisemblable. Et j'insiste sur ce point parce qu'on est dans une séquence, pour nous, pour notre institution, où le Parlement a voté un énorme renfort de moyens qui était très attendu. Mais la crainte que l'on peut avoir, c'est que la justice civile des mineurs soit un peu la grande oubliée de cette distribution généreuse de moyens. Dans l'état des lieux, c'est la page 5 de notre document, on a travaillé sur le nombre de mesures par juge des enfants. Il faut savoir que la chancellerie... Page 5, exactement. Il faut savoir que la chancellerie a élaboré un référentiel à la demande de la Cour des comptes pour dire combien de mesures un juge devrait avoir pour bien travailler, pour faire son travail correctement. La chancellerie a fait ce travail pour toutes les fonctions. C'est un chantier qui dure depuis 2 ans. Mais les résultats sont très gênants pour l'exécutif. Et on le comprend puisqu'il y a un renfort de 1500 magistrats qui a été annoncé. Et les résultats montrent qu'il faudrait un renfort de 10 000 magistrats. Toutes fonctions confondues, pas juge des enfants. Donc ce référentiel ne sort pas. Voilà. Donc il est prêt, nous on connaît les résultats parce qu'on fait partie du groupe de travail, et on sait que pour les juges des enfants, le résultat de ces travaux, qui sont des travaux très consensuels, la chancellerie faisait partie du groupe de travail et a également voté sur cette norme, et donc la norme qui avait été posée, c'était 434, me semble-t-il, pour un 100% juge des enfants, qui ne fait que de l'assistance éducative. On sait que les juges des enfants font en gros 25% de pénal. Donc c'est 75% assistance éducative. Il faudrait donc 325 dossiers d'assistance éducative par juge. Un dossier, c'est un enfant seul ou une fratrie, de 2 à 6, 7, 8, de même père et mère. Et donc 325 situations, et en fait il y a énormément de juges des enfants qui ont beaucoup plus que ça, 450, 500 ou plus. Donc ça on a recensé, et on a un petit histogramme avec les cas les plus emblématiques de cette surcharge, mais en fait en annexe il y a quasiment tous les tribunaux pour enfants,
Et donc, on a des collègues, Niort, 600 dossiers, Le Mans, 610. Et donc, concrètement, c'est 600 mesures, c'est plus de 1000 enfants à suivre pour un seul juge. Et donc la question, c'est pas tant la surcharge du juge, même si c'est aussi une question bien sûr, que l'impossibilité d'appliquer le droit. Et donc quand on est un enfant en danger, on n'a pas accès à son juge. Le juge ne peut pas convoquer la famille, ne serait-ce qu'une fois par an. Lorsqu'il entend les enfants, alors qu'il est censé, depuis la loi Taquet, les entendre individuellement quand ils sont capables de discernement, en fait, il les entend tous ensemble. Et donc tout ça, évidemment, ça ne favorise pas l'émergence d'une parole authentique. Et il y a un certain nombre de juges en fait, qui doivent se résoudre à entendre toute la famille en même temps. Donc on imagine bien ce que ça peut donner à un enfant qui subit de la violence dans sa famille et qui est entendu par le juge avec son père et sa mère à sa droite et à sa gauche. Évidemment, ça ne va pas faciliter l'expression d'une parole. Donc ça, c'est la première chose, le respect des droits. Pas de greffier, je le disais en introduction, il y a quand même 30% des juges des enfants qui n'ont pas de greffier. Aucun, jamais, pour rendre leurs décisions en assistance éducative. Je précise, parce qu'au pénal, bien sûr, ils ont un greffier. Parce que qu'est-ce qui est priorisé dans les tribunaux ? Le pénal. Ça, il n'y a jamais de problème pour trouver un greffier pour juger les mineurs délinquants. Par contre, pour entendre les mineurs en danger, ça, il n'y a pas de greffier. Et ça, c'est une organisation qui est... Les greffiers, ils ne sont pas spécialisés greffiers juges des enfants. Donc, c'est-à-dire que c'est un choix qui est fait. Quand il y a 50 greffiers dans un tribunal, on fait le choix de ne pas en allouer assez au tribunal pour enfants. Juste assez pour faire les audiences pénales, mais pas suffisamment pour qu'un greffier puisse assister le juge lors de ces audiences d'assistance éducative. 30% des juges, c'est énorme. Évidemment, après, ça a des répercussions sur la qualité de l'audience, du travail qui est fait, et puis tout simplement sur la régularité quand même de la procédure et du jugement. C'est-à-dire que le greffier, c'est quand même le seul qui est habilité à authentifier l'acte judiciaire. Donc il faut savoir qu'il y a 30% des juges qui rendent des décisions à longueur de temps qui ne sont pas régulières. Et 70% des juges restants, nos collègues juges des enfants, disent tous oui, ça m'arrive malheureusement de devoir libérer mon greffier pour faire d'autres choses, et donc je le dispense de certaines audiences d'assistance éducative. Alors, donc, je vous disais, la difficulté, c'est que le plan justice de notre ministre de la Justice, de l'exécutif, et le plan justice qui a été voté par le Parlement, a alloué des moyens assez importants quand même, puisqu'il faut reconnaître que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de renforts dans la justice, mais il ne dit rien sur le renfort des juges des enfants. Et il se trouve que, par exemple, depuis 2022, il n'y a eu aucune création de poste de juge des enfants dans les tribunaux. Et on attendait que le ministère sorte cette année ce qu'on appelle la circulaire de localisation des emplois pour voir à quel endroit les soi-disant nouveaux postes de magistrats seraient localisés. Et on a appris il y a à peu près 15 jours que cette circulaire de localisation des emplois, en fait, ne sortirait pas en 2024. Il n'y en avait déjà pas eu en 2023. Donc on nous a dit, vous regardez celle de 2022. Et donc on ne sait pas en fait où toutes ces créations de postes sont fixées, ou plus exactement on le sait, en fait c'est qu'il y a tellement de vacances de postes qu'il faut commencer par résorber la vacance. Et donc on ne peut pas sortir de circulaire de localisation des emplois 2024 parce qu'on va se rendre compte qu'il n'y a aucune création d'emplois de magistrats malgré les 1500 magistrats supplémentaires qui ont été annoncés. C'est la réalité. La réalité, petite parenthèse, mais du coup, pour les juges des enfants, très concrètement, aucun emploi supplémentaire de juge des enfants depuis 2022 et pas de fléchage annoncé. Le garde des Sceaux a annoncé récemment la ventilation par cour d'appel à horizon 2027. Donc on sait que par exemple qu'il y a 10 juges qui vont arriver, 10 magistrats qui vont arriver sur la cour d'appel d'Angers. On ne sait pas où vont être affectés ces magistrats et on n'a aucune certitude sur le fait qu'ils vont être affectés à la justice des mineurs. Nous, on a fait le calcul avec le référentiel que je vous ai indiqué. Il en faudrait 235 pour les juges des enfants, c'est-à-dire quasiment plus du tiers de l'effectif de juges du siège. Donc on sait déjà que ça sera insuffisant. Donc ça, c'était le deuxième enseignement de cet état des lieux. Et troisième chose qui ressort très nettement, alors ça, c'est plutôt les verbatims de nos collègues, puisqu'on les a interrogés sur les priorités de politique pénale. Quand on est juge des enfants et qu'on a connaissance de situations de maltraitance, il nous arrive très régulièrement
de les signaler au procureur de la République quand on se rend compte qu'il n'y a pas eu encore d'enquête pénale. Donc on les signale au procureur de la République, par exemple, au sortir d'une audience d'assistance éducative. Et les procureurs, après, lancent les enquêtes et nous tiennent informés les juges des enfants de la suite. Et dans le pire des cas, quand on revoit la famille un an après, on a à ce moment-là le bilan de l'enquête. Et en fait, de quoi s'aperçoit-on quand on sonde les collègues? C'est qu'il y a une priorité politique indéniable qui a été mise sur la question des violences conjugales. Donc les effectifs, notamment dans les commissariats, gendarmerie, ont été assez mobilisés sur cette question-là. Il y a des politiques pénales volontaristes qui se sont mises en place dans les tribunaux, mais ça s'est fait au détriment des violences sur les mineurs. Et donc, parce que ce sont les mêmes services d'enquête, en réalité, ce sont les brigades qui traitent des questions de violence intrafamiliale. Et donc, il y a beaucoup de collègues qui nous disent, mes dossiers, en fait, je lance des alertes et il ne se passe rien. Les enquêtes ne démarrent pas. Quand elles démarrent, ça met des mois, voire des années à être traitées. Des policiers aussi, d'ailleurs, qui nous ont dit, moi, j'entends des mineurs victimes et puis après, en fait, je suis obligée de mettre l'enquête sous la pile parce que j'ai d'autres priorités qui sont mises en avant. Et un certain nombre de collègues qui nous disent, la priorité dans mon ressort, c'est les stupéfiants. Ça c'est plus important que les mineurs victimes. Et donc, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des arbitrages qui sont faits avec des objectifs de visibilité et qui, pour nous, sont très problématiques. Parce que c'est sûr qu'en termes de visibilité et d'ordre public, les violences intrafamiliales, c'est moins payant, si je puis dire. En revanche, ça fait des dégâts considérables, on le sait. Et donc, il est vraiment important de le prendre en considération et de, selon nous, rectifier le tir. Donc, en conclusion de ce propos, je dirais que nous, notre objectif dans cet état des lieux, c'était vraiment d'essayer de mettre une pierre de plus à l'édifice de tous ceux qui disent qu'il faut sortir de la duplicité collective, c'est-à-dire dire qu'on protège, avoir les outils pour protéger, un juge des enfants, des mesures de placement, etc. Et en fait, aucun moyen de le faire, et une maltraitance institutionnelle complètement systémique. Donc on voulait vraiment contribuer au débat public en mettant en lumière de notre place de juge l'importance de renforcer cette justice, mettre à disposition des parlementaires ces informations qu'on a collectées, en collecter d'autres si nécessaire. Je vous expliquais ce travail de collecte qu'on va essayer de mener avant d'être entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, puisque bien sûr on a accès aux tribunaux pour enfants, et faire quelques propositions qu'on a détaillées. Alors on n'a pas tout détaillé, mais on en a évoqué quelques-unes à la fin de ce document. Dont on espère pouvoir échanger avec les parlementaires, en attirant... Alors, dans ces propositions, il y a donc le fléchage des effectifs au sein de la justice des mineurs, ça je vous l'indiquais, la question des données qui sont produites par les départements qui nous semblent essentielles, c'est-à-dire déjà si on oblige les départements à produire le nombre des placements inexécutés, alors peut-être que mensuel c'est trop lourd, ça je m'en rends pas compte, mais en tout cas très régulièrement, ils ont toutes les décisions, je pense pas très difficile à faire. C'est une question de transparence de l'action, la politique territoriale de protection de l'enfance. Ça nous semble essentiel. La publication de tableaux de bord pour savoir où il y a des mesures, les outils dont on dispose. Et puis il y a des objectifs à revoir à la hausse sur le dernier plan de protection de l'enfance. Donc ça fait partie des mesures, selon nous, qui sont importantes, avec quand même peut-être aussi une alerte sur le fait que... malheureusement, les réformes, les lois qui ont été votées sur la protection de l'enfance ne sont pas suffisantes. On sait qu'il y a une forme de légicentrisme chez nous et qu'on se dit, une fois qu'on fait la loi, ça va régler le problème. Le Sénat a fait une évaluation des dernières lois de protection de l'enfance qui est très intéressante et très riche et qui montre bien à cet égard toutes les difficultés qu'il y a. C'est-à-dire il y a des dispositifs législatifs qui se succèdent et qui sont pertinents, mais en réalité, ils ne sont pas mis en œuvre. Et dans la loi Taquet, il y a énormément de mesures que vous avez donc votées, pour un certain nombre d'entre vous, qui ne sont pas mises en œuvre, sur le placement des fratries, le projet pour l'enfant, les observatoires. Il y a une commission qui a été créée qui n'est toujours pas mise en œuvre dans certains départements. Il y a encore énormément de mesures votées par le législateur qui ne sont pas déployées dans les départements.
Donc il faut forcer vraiment les départements pour nous à sortir de cette opacité, mais bien sûr ils ne vont pas pouvoir régler la difficulté tout seuls, on en est tout à fait conscient et on ne dit pas ça. Donc il y a une stratégie nationale sans doute à revoir, avec peut-être une articulation dans la gouvernance de cette politique publique de protection de l'enfance, parce qu'il y a aussi un budget au niveau du régalien et qui est en diminution cette année sur la question de l'aide sociale et de la partie protection de l'enfance. Merci.